Bonjour, bienvenue dans une entreprise qui s'appelle les Métalliers Champenois. Bienvenue dans Histoire d'artisans. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisans est l'association qui valorise l'ingénierie des artisans d'art en mettant en avant l'innovation et la recherche au sein des ateliers. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisans. Aujourd'hui, nous accueillons Éric Delory, métallier. Dans cet épisode, Éric nous raconte sa rencontre avec son métier, son parcours et l'évolution des pratiques de travail. Il revient sur un projet grandiose de l'entreprise, la rénovation de la Statue de la Liberté. Rien que ça. Avec Éric, on entre dans les détails des métaux et de leur finition, car comme vous le sentirez, la transmission est dans son cœur. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Éric, et merci de m'accueillir dans vos ateliers, les métalliers champenois. Éric, je ne t'ai pas demandé avant l'interview exactement quel est ton métier dans les métalliers champenois. J'ai commencé comme serrurier, maintenant je suis métallier. Disons, le métier a évolué. Notre métier à la base était de s'occuper des fermetures et la protection des personnes. Le métier ayant évolué, travaillant tous les métaux, il a été décidé dans les années 80 de s'appeler métallier. Métallier, pour cause, travailler tous les métaux. Acier, cuivre, laiton, aluminium et ainsi de suite. Même l'or, voilà. D'accord, très bien. Donc, Éric, tu es métallier chez les métalliers champenois depuis combien de temps? Bien, depuis les années 90, 1990. Ah ouais, donc 33 ans. Exact. Bon, j'ai alterné, j'ai fait des stages, des formations, je suis allé dans des entreprises extérieures. J'ai pas fait d'embouteillage, voilà. Mais je suis métallier depuis les années 80. Justement, c'est une très bonne transition vers la première question. Est-ce que tu peux nous raconter la rencontre avec ton métier? La rencontre avec mon métier, je voulais faire de la soudure. Le phénomène étincelle, odeur du métal, et j'avais une petite mémoire d'être entré dans des ateliers de maréchalerie, charronnerie, et mon oncle faisait de la soudure. Donc il était mécano, charron, il fait un petit peu tout dans le village. C'est quoi charron, pardon? Eh ben, charron, c'est ceux qui réparaient les charrettes, qui faisaient, voilà, carrosserie métal, bois et la tôle. Donc c'était un peu les matériaux qui étaient regroupés là sur ce métier de charron. Donc c'était pas un métallier, c'était pas un menuisier, c'était le début des carrossiers. Hein, si on questionne un carrossier maintenant, il dira bah c'était les charrons. Donc moi c'était la soudure et je voulais faire un apprentissage. J'avais 16-17 ans. Je voulais absolument aller travailler avec les grands parce que j'aimais bien m'amuser avec des plus grands et voilà. Donc l'apprentissage, un copain me dit bah tiens mon patron cherche un apprenti dans une métallerie, serrurerie. Je vais faire un tour. Les gars faisaient de la soudure. Et voilà, je me suis laissé tenter. Je me suis accroché à eux septembre dans les années voilà X. Et puis voilà, j'ai continué apprentissage et évolution dans la partie. D'accord. Donc, apprentissage, t'étais en école? Alors apprentissage en alternance. J'allais une fois par mois, une semaine dans le centre au CFA d'apprentissage dans ma région natale, qui est le Loir-et-Cher, vers Blois. Et j'allais en cours avec Monsieur Tanvier que je salue bien fort s'il m'entend. Et ça a duré 2 ans. Donc ensuite, tu fais ton apprentissage. Je finis mon apprentissage et je dis à mon patron, je débauche, j'arrête mon contrat. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait connaître le compagnonnage. Ah, Et là, je me suis laissé tenter par les explications qui étaient, tu verras, tu vas voyager, tu verras plein de trucs, le métier, le voyage et tout. Et moi qui étais dans ma petite campagne du Loir-et-Cher, j'avais pas trop envie, mais après réflexion, en grandissant, de jour en jour, j'ai été du côté de Tours, où là, il y a un centre de formation compagnon. Et après 2-3 tests, j'étais accepté. Et puis, septembre, j'ai fait une année sur Tours pour ma première année de métier en tant qu'ouvrier dans une entreprise inconnue, mais où là, j'ai appris autre chose que mon apprentissage, avec des collègues à qui j'ai appris à contribuer, à travailler, travailler, s'amuser. Et c'est grâce à ces personnes-là qui a fait que le métier, j'ai découvert, et d'année en année, puisque le Tour de France, tous les ans, on change de ville, et qui fait que voilà, j'ai grandi avec tout le monde.
Et puis maintenant, il y a beaucoup de jeunes derrière moi qui me regardent. Et donc toujours dans le métal. Toujours dans le métal, différentes entreprises ont fait que, soit qu'une année c'était plus la ferronnerie, une autre année c'était plus de l'aluminium, la conception, menuiserie, d'autres années charpente métallique, construction, carrosserie. Voilà, on a un métier assez varié et qui fait que il y a des portes, il y a des charpentes, il y a des structures, des sculptures. Voilà, on a un métier très varié et puis du nord au sud, les constructions sont pas les mêmes. De l'Europe à l'étranger, c'est encore différent, et voilà, et voilà. T'es allé à l'étranger aussi pendant ta formation? Durant le Tour de France, il y a un moment, oui, où disons, l'étranger, ça a commencé en faisant quelques concours. Donc j'ai fait un peu de compétition olympique dans notre métier, qu'on entend peu parler, mais on a les Olympiades des métiers. Et dans les années 85, par là, ouais, parce qu'il fallait avoir moins de 21 ans, j'ai participé à un concours international. J'ai représenté la France. Ça s'est passé en Autriche. J'avais loupé parce que j'étais un petit peu jeune. 2 ans avant, c'était l'Amérique, Atlanta. J'avais loupé. Mais bon, j'étais représentant en Autriche du métallier constructeur français, où là, j'ai eu la place à côté du podium. On était une quinzaine, mais j'étais à côté. Mais comme j'avais eu la pensée d'aller aux États-Unis la première fois et que j'avais loupé, j'ai attendu, j'ai eu patience. Et donc, à un moment, arrivé dans une entreprise du côté de Marseille, une entreprise rémoise m'appelle pour venir participer à un chantier aux États-Unis et qui s'appelle la restauration de la Statue de la Liberté. C'était dans les années 1984, où là, une équipe de 10 serruriers. L'âge, on est 10, la moyenne d'âge était de 25 ans. J'en avais que 23. Les deux responsables en avaient 30, 32, 33. Voilà, le calcul est à faire. Et à partir de là, on peut dire que le métier, on évolue, on est un petit peu fier, on est un peu content. Et voilà, notre métier, quand ça tourne comme ça, la route est belle. Hein. Tu m'étonnes que La Route est belle, c'est un très très beau projet quand même. Et puis, toi, tu te souviens un peu de l'appel d'offres qui a été fait? Ils voulaient une entreprise française? Ah non, ça a été suivant le devis qui a été réalisé par le chef d'entreprise, l'ancien Bourly, Jean, qui lui a fait un dossier, a répondu comme toutes les autres entreprises françaises et même européennes ou autres. Et puis le donneur d'ordre a regardé les chiffres, mais surtout à visiter les entreprises. Donc des entreprises principales déjà qui avaient une certaine renommée. Et quand ils sont venus ici à Besançon, dans les locaux à l'heure actuelle, là, un petit peu moins grands à l'époque, ont décidé, vu les travaux qui étaient en cours, et puis qui venaient d'être réalisés, parce que l'entreprise venait de réaliser la restauration de la place Stanislas, Nancy. Donc, était à l'époque un chantier déjà gigantesque. C'était du métal, c'était de la décoration, c'était un travail derrière, une structure qui était restée debout, qui avait déjà vu pas mal de monde, puis d'époque. Et c'était vraiment un travail de dentelle. Et là, ça a redoré le blason de l'entreprise, et ce qui fait que c'est peut-être pour ça que les Américains ont choisi l'entreprise. Donc, les métalliers Champenois, ça a été créé en 1978, si Ouais, je ne me voilà. trompe pas. Ouais. Et le chantier de reconstruction, tu dis c'est 84, donc 84. 6 ans après. Ouais. Et ils avaient déjà fait la rénovation de la place Stanislas à Nancy. Ouais. Plus de 3 petits chantiers autour qu'on oublie, mais oui, ils étaient quand même une équipe de 7 à 8 ouvriers, voilà, ouais. Et donc toi, tu as été recruté en 84 pour ce projet et t'en es jamais parti. Si, j'en suis parti parce que j'étais encore sur le Tour de France. Et sur le Tour de France, j'avais décidé de continuer, de faire finir mes 10 années à peu près. Et quand je suis revenu des États-Unis, je suis revenu sur Reims pour rester et faire de la formation auprès de la jeunesse. Donc j'étais maître de stage et disons professeur, et je me suis occupé des apprentis. Apprentis, première année, deuxième année, j'ai fait ça 3 ans. Et après ça, je me suis occupé d'un premier stage qui a évolué les années après et qui s'appelle l'École internationale française de ferronnerie, EIFF, qui est amusant. Où là, jusqu'encore maintenant, il y a des jeunes qui viennent en formation et des maîtres de stage qui sont sur le Tour de France, comme moi j'ai fait, qui changent tous les 2, 3 ans, voilà.
Donc, il y a une évolution perpétuelle de notre métier, de nos formateurs. Donc, voilà. Ce qui a été construit auparavant avance toujours dans le même sens, et des nouvelles idées, des nouvelles techniques. Voilà notre beau métier de métallier. Mais c'est d'autant plus vrai que avant qu'on enregistre, j'ai fait la visite des ateliers et vous êtes quand même des ateliers qui datent de 1978, mais avec des machines ultra modernes. Vous avez su évoluer avec votre temps et montrer que l'artisanat peut évoluer avec la technologie. Ah, bien sûr, l'apprentissage, il faut connaître les bases du métier, mais après, voilà, c'est comme de savoir faire du vélo. Après, on sait faire de la moto, et la moto, il y en a des petites, il y en a des grosses. L'évolution, on fait avec la participation des autres. S'il y en a qui construisent des machines qui nous correspondent, on sait les utiliser, on sait les améliorer. Et puis les clients ont toujours plein d'idées, et nous, on a toujours soif de s'améliorer ou de travailler un autre produit. On n'a pas de série, on est des artistes. Mais ce qui est sculpture, ce qui est contemporain, on mélange tout ça. On entend parler de grands mots, mais les pièces sont toujours du même type. Faut mettre des soudures, faut faire des brasures, faut mettre des vis, faut que ça se démonte, faut que ça se pose. C'est toujours la même technique. Il y a de l'étude, il y a de la construction, il y a de la finition, et c'est pour ça que c'est un métier, de métal. On se sert aussi du bois comme support. On le mélange pour l'assembler d'autres produits qui donnent une certaine texture, une finition. Mais voilà, on ose un peu tout grâce à tout le monde. Et on a soif de tout ça qui fait que voilà, on se fatigue pas dans notre métier. En plus, question sécurité, manipulation. Maintenant, il y a des machines, il y a des techniques, il y a du matériel moderne. Et puis qu'avant, oui, c'était un peu plus dur, mais un peu plus dur. Les pièces étaient beaucoup plus petites. Maintenant, c'est de plus en plus gros. Voilà, on s'adapte de partout. Toi, tu trouves que les pièces sont de plus en plus grosses? Ah ben, moi j'étais apprenti, on avait une 4L où on imagine la petite voiture des facteurs, on mettait une porte dedans, on allait la poser, on allait la livrer, on allait à 20 km, ça y est, on était déjà en chantier. Maintenant, on met dans un container, on charge avec un chariot élévateur ou avec une grue et on envoie ça aux États-Unis ou à Hong Kong. C'est livré, on décharge et on va là-bas pour poser. On va encore en chantier, voilà. On est d'autre côté ou on est à côté, mais les pièces sont de plus en plus grosses. On voit plus de petits camions, on voit que des gros camions, on voit que des grosses pièces parce que on la prend, on la pose, voilà. 2 heures après, c'est posé, c'est fini. Oui, c'était encore plus en pièces détachées avant. Alors c'est pour ça que nous, on a évolué avec toute cette technique. Enfin, pour ma part, hein, je parle de la petite porte et maintenant les grosses pièces que je vois. Mais un apprenti qui arrive et qui aime ce métier, je me mets à sa place. L'évolution, la vitesse n'est pas la même. Donc, faut arriver à canaliser, à bien expliquer, à bien former nos jeunes pour qu'ils y prennent goût. Mais je vois ça beaucoup plus difficile. Malgré tout ce matériel qui est autour, l'apprentissage est peut-être un petit peu plus difficile que de ce qu'on a vécu. Parce que c'est des plus grosses pièces. Parce que c'est les plus grosses pièces, parce que il y a beaucoup plus de machines, parce que il y a le numérique. Bon, le numérique, je maîtrise pas. Je sais donner ordre comment faire, mais je veux pas me lancer dedans. Je reste manuel, moi, manuel dans le sens où techniquement j'arrive à former et tout. Mais pour la jeunesse, il faut arriver à leur donner goût, les bonnes bases pour arriver à aimer le métier sans se faire mal, parce que c'est ce qui peut arriver. Voir notre métier avec nos grosses machines, déjà on voit une affiche sur le bord du chantier, interdit au public, port du casque obligatoire, tout le monde a raison, on va pas rentrer dedans, on va mourir, alors que c'est pas vrai. Alors, il y a sécurité, il y a la peur, il y a voilà. Mais quand on est dans un métier où on travaille avec des personnes, tout le monde est agréable, tout le monde, il y a rien de difficile. On transpire, faut se lever de bonne heure, faut faire des grandes journées, mais on a un beau métier agréable et variant de semaine en semaine. Et puis, de temps en temps, on prend l'air, on va en chantier, on va en déplacement. Quand on va en déplacement du côté des États-Unis ou du côté de Hong Kong, ou ça fait un petit peu plaisir quand ça vient. Toi, t'as fait le déplacement aux États-Unis, t'as fait d'autres déplacements? Oui, quand il y a des chantiers un peu spéciaux qu'on réalise, parce que quand on dit aller à la pause,
c'est fixer nos œuvres, donc il y a toujours des petits détails, des détails qu'on a beau expliquer, mais s'il y a besoin d'un réglage, puis en fin de compte, le faire et puis d'aller le poser, ça va beaucoup plus vite, puis c'est un peu une fierté d'aller poser sa pièce, voilà, on finit, on terminé. Hein. Mais oui, c'est assez agréable d'avoir la surprise, d'avoir un plan qui t'arrive et puis on te dit, dans 6 mois, tu iras poser là-bas à l'adresse qui est en bas du plan. Et puis c'est l'Angleterre. Là, dans 15 jours, je vais en Angleterre pour poser des pièces qu'on a fabriquées il y a 15 jours. Donc, on a programmé pour une semaine de travail. Bon, une semaine, on va pas rester 15 jours. Il faut rester une semaine. C'est sûr qu'on va transpirer, qu'on va monter, mais si on a tout bien étudié puis qu'on n'a pas oublié le petit outil qui va bien dans le coin, ça devrait aller. Voilà. Donc, il y a du souci. Il faut qu'on réfléchisse, mais c'est ça qui est agréable, c'est qu'on a besoin de réfléchir. On a besoin, pour ma part, hein, réfléchir. Faut que quand on fabrique, quand on fait, faut pas faire la rayure au moment où, faut pas hésiter. Bon, ça s'appelle de la maîtrise. Mais voilà, on a un beau métier. Vous avez un très beau métier, c'est vrai. Et donc, aujourd'hui, les métalliers champenois, vous êtes, si je me souviens bien, 30 dans l'atelier, c'est ça? Oui, à peu près, ouais. Tu sais le nombre de mètres carrés que vous avez d'atelier? Il doit y avoir 5000 mètres carrés. Oh là là. 5000 mètres carrés, c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire parce que il y a autant les produits avant le travail, faut le stocker, faut les différencier parce que on met pas du fer avec du laiton, on mélange pas les matériaux. Il y a des zones avec de la poussière, il y a des zones propres, il y a des zones de finition, il y a des zones voilà. Donc on a besoin de faire une moyenne sur. D'après l'historique, c'est toujours oui, on a un peu limité en place, il faudrait agrandir. Toutes ces zones-là, s'il faut les agrandir l'une après l'autre, voilà. Et puis il y a des chantiers. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme chantier dans 2 ans? Il va peut-être y avoir le gros escalier qu'on a parlé il y a 2 ans là-bas que le client veut peut-être, mais il en veut peut-être plus, mais il y en aura peut-être un autre plus gros encore. Voilà, donc à chaque fois, il faut s'adapter aussi de ce côté-là. Est-ce que vous avez combien de hauteur sous plafond aussi? C'est 4, 5, 6 mètres, ça dépend. Il y a des zones de travail, voilà, pour pouvoir lever. Ou des fois, si c'est pas, on peut pas les mettre debout, on les met sur le côté. Voilà, on s'adapte. Mais s'il faut, mettons, construire un bâtiment parce qu'il y a un chantier spécial qui arrive, vous le ferez? Faut s'adapter. Faut le prévoir. C'est comme la voiture, hein. Si elle est pas assez grande, faut prévoir d'en acheter une autre. Donc c'est les mêmes conditions. Et donc, dans les ateliers, vous avez, vous travaillez le laiton, le bronze, l'acier, l'inox, cuivre. Et puis l'or pour finir, des fois. Mais on n'en met pas beaucoup. Hein. Et vous travaillez à la fois, donc, découpe, ce qu'on appelle usinage, donc c'est... L'usinage, on prend un bloc de matière, on usine, soit qu'on le coupe, on coupe une tranche, soit qu'on fait une ligne, on enlève un morceau sur la longueur, soit qu'on fait un dessin, une moulure, qu'on appelle, soit que c'est usinage, voilà, on en revient, c'est enlever de la matière. D'accord. Donc il y a plusieurs manières, soit par étincelle, soit par copeaux, soit par tranche, guillotine, voilà, mais usinage. Donc usinage, ensuite vous avez assemblage. L'assemblage, c'est de relier 2 barres, 2 morceaux. Donc soit que on pense toujours le plus simple, c'est la soudure. Mais quand on soude, si on soude des barres bout à bout, c'est long. Et quand faut les démonter, ça va pas bien. Donc il y a l'autre assemblage qui est bout à bout, recouvrement, et on met une vis ou on assemble par vissage. Donc on fait une continuité, on met une vis pour que ça puisse se démonter et remettre à la même position à l'endroit de la vis. Et vous faites de la brasure? Alors brasure, c'est pour des assemblages fins, bien une finition, donner un genre d'étanchéité à un assemblage. Où là, c'est une brasure. Oui, suivant les métaux, c'est une goutte de métal qui fond, soit de l'étain, soit de l'argent, soit suivant la résistance qui est demandée. Mais oui, une brasure, comme le plombier sur le tube cuivre, il emboîte et il met une goutte de métal qui fond et qui fait le tour, qui tient l'assemblage et qui crée une étanchéité. Nous, c'est ce qu'on fait donc pareil avec de l'argent, sur du laiton, sur du cuivre, Et donc ensuite, une fois qu'on a fait l'assemblage... Une finition qui est ponçage, meulage, disons le meulage. C'est la granulométrie qui fait que ça fait des grosses étincelles, mais quand on
On prend un disque de meule, donc il y a des étincelles. Un disque un petit peu plus fin, ça va faire de la poussière avec des gros grains. Et si on prend encore un disque un petit peu plus fin et encore plus fin, on arrive à la finition polissage. Polissage où le métal, acier, aluminium ou inox, on se voit dedans, qui est polymiroir. Et entre deux, on peut faire des patines. Le ponçage, on s'arrête avant le polissage. Trempage dans des bains acides qui donnent des reflets, des couleurs, autant des couleurs naturelles parce que la patine, c'est naturel. Vous laissez une pièce en laiton dehors, au soleil, la pluie et la neige, il y a une corrosion, il y a une oxydation qui va se faire, c'est déjà une patine. Donc nous, les patines, elles sont accélérées par un système de bain dans des produits acides et qui donnent après, suivant les acides, des couleurs et suivant le ponçage, des reflets. Voilà. Et donc toi, dans toutes ces étapes, tu es où dans l'atelier? Eh bien moi, je suis avant la patine, avant la finition. Je suis dans les étapes il y a usinage et finition, mais entre les deux, il y a du formage aussi. Coucou, ici Quentin le monteur. Si je peux me permettre, Eric, je crois qu'on dit du fromage. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Donc le formage, vous voyez une rampe qui est droite le long d'un escalier, donc c'est des assemblages, mais des fois la rampe elle est tordue. Elle est tordue, elle est vue de dessus, elle est cintrée ou elle est ébiardée. Disons que elle monte dans l'espace, elle tourne en l'air, elle n'est pas hélicoïdale, elle est débiardée, elle change de plan en progressif. Et ça, c'est des pièces assez difficiles à réaliser. Enfin, c'est pas le plan qui fait tout, c'est la personne qui décide où le fer doit passer, en respectant l'esthétique, le décor, les normes et ça sur le plan on peut pas l'exprimer. C'est dans ce plan-là que je suis moi. D'accord, donc la déformation de la matière Voilà. à froid. Du cintré, du tordu, ça peut être aussi bien chaud qu'à froid, mais le forgeron va pétrir la matière. Tandis que, bon, vu mes bras qui sont un peu usés, je ne peux plus trop taper. Mais non, disons qu'il y a on a des produits, on a des profilés, on a des sections de profilés. Je vais m'occuper du cintrage, du formage, mais je vais que les former d'après un dessin, d'après une forme, que le forgeron va travailler, va pétrir les fers, va les forger, va taper dessus pour les affiner, pour les enrouler, tout ça à chaud, bien sûr. Voilà, on travaille sur un outil, on travaille en l'air, tellement c'est varié que non, je vais pas du côté de la forge, je reste sur une table et en travaillant, en cintrant des profils. Et donc aujourd'hui, les métalliers champenois, vous travaillez sur quel type de projet? Parce qu'on a parlé de la place Stanislas de Nancy, on a parlé de la Statue de la Liberté, mais globalement, les projets que vous avez le plus souvent, c'est quel type de projet? Des particuliers aux États-Unis. Aux États-Unis, on entend parler de la Floride, de la Californie, donc c'est très bien la menuiserie décorative, rampe intérieure, mobilier. Pour la France, Paris, des magasins autour des Champs-Élysées, des clients à l'étranger comme Hong Kong, comme l'Angleterre, qui sont des particuliers, menuiserie toujours, menuiserie, mobilier, escalier, portail, des maisons de champagne. Là, en ce moment, voilà, escalier, pareil, escalier, menuiserie, plafonnier, luminaire, très varié. Donc à chaque fois un style différent, des matériaux différents et des nouvelles idées. Parce que si on compare avec ce qui était dessiné il y a 15 ans ou 20 ans, voilà, structurellement c'est plus pareil, c'est plus sympa, plus sympa parce que maintenant il y a des effets de lumière, il y a la climatisation qui est là, avant on n'en parlait pas, les lumières on n'osait pas l'utiliser, les spots c'était trop gros, c'était qu'une projection, maintenant il y a des reflets, il y a des lignes, il y a des... Donc tu vois, même esthétiquement, une évolution... Une très nette, oui, il y a beaucoup de corps de métier qui sont avec nous. Avant on ne travaillait qu'avec le maçon, le plâtrier, le menuisier et le peintre. Que maintenant, il y a l'ingénieur lumière, ingénieur son, ingénieur machin, qui apportent leurs idées. Et, sur les plans, il y a des sujets vraiment intéressants à traiter. Ouais, c'est génial ça.
Ça vous fait découvrir plein de métiers. Et puis nous, on en apporte aussi au menuisier, qui lui travaille aussi avec des machines extraordinaires, avec des produits, voilà. Puis des métiers comme la peinture, parce on parle de patine, mais il y a des peintres qui font des décos, des finitions, voilà. On voit bien sur l'automobile des couleurs de véhicules qui arrivent dans nos métiers où là, ouais, ça claque, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, Eric? Oh, il y en a plein. Hein. Bah, je pense que on est beaucoup à avoir envie que tu nous racontes le chantier de la Statue de la Liberté. L'anecdote c'est le jour où on m'a dit, bah tiens, faut aller aux États-Unis, c'est pour aller sur la statue. À cette époque-là, à 25 ans, c'est où la statue? Donc les premiers bouquins, qu'à partir de là, oui, prendre l'avion et ainsi de suite. Le jour J, quand on nous a vraiment expliqué, arrivé là-bas, qu'on allait aller travailler dans l'atelier, parce que l'atelier, il était sur l'île de la Statue. Donc on te dit, Eric, tous les jours, là, pendant un an, on va venir tous les jours en bateau sur l'île de la Statue pour faire ce monument qui est au-dessus de nous. Ouais, voilà. Hein. Il y a quelque chose qui fait que... Donc l'équipe de 10, on était tous à se regarder, et puis... on se connaissait un petit peu auparavant, mais on a appris à se connaître, on a réalisé ce chantier en temps et en heure, et on est une équipe maintenant assez soudée, et on s'appelle pas tous les jours, mais quand on s'appelle, on se raconte des anciennes petites histoires. Ouais. Mais c'est celle-là qu'on veut, nous. Non, mais les petites histoires, c'est comme l'entreprise générale, quand on a eu fini le chantier, il nous a invités, c'était dans l'hiver, dans sa piscine. C'était déjà un gars qui est un Américain, entrepreneur. On était dans la piscine et la menuiserie extérieure, il y avait la neige dehors et on était en train de boire le champagne dans la piscine. Voilà, c'était assez sympa quand même. On savait pas nager, mais on savait boire. Ouais, en plein New York. Ah non, c'était à côté de New York, un petit, non, je sais plus exactement, mais c'était bien. Et t'as vécu, donc tu vivais où à New York? Alors on habitait à Brooklyn. Ah ouais, chic en plus. 314 State Street. Ah oui, tu t'en souviens? Ah ouais. Tu y es retourné depuis? J'ai regardé, ça change pas. Mais maintenant, oui, c'est sympa Brooklyn. On entend parler de Brooklyn comme. Mais à l'époque, ouais, c'était moins propre, c'était les années 85. Hein. Ouais. Le métro était pas propre, métro américain, et on découvrait vraiment ce qu'était l'américain. Alors, comme je disais avant, j'avais envie d'y aller, j'ai réussi à y aller. Et maintenant, tu parles hyper bien américain. Non, je parle l'américain, j'ai du mal à parler français déjà. Non, mais oui, on se débrouille pour manger, mais ça fait déjà un bout de temps. Quoi. Mais bon, on a toujours été une équipe française dans le milieu des Américains, donc ça fait comme tout étranger, tu la conserves ta langue et tu essayes d'échanger que. Et puis après, fonder la famille, voilà, on est français. Et puis on n'est pas chauvin, mais on est fiers d'être français. Quoi. C'est vrai qu'on est fiers d'être français, surtout avec des beaux métiers d'art comme les nôtres. Vous, au Métallier Champenois, vous avez ce qu'on appelle un bureau d'études. Est-ce que tu peux me parler d'un projet où ton expertise d'artisan était nécessaire pour proposer le projet au client? Il y a la condition, techniquement, c'est qu'une histoire d'assemblage. On peut apporter quelque chose par rapport au bureau d'études de ce qui va arriver, c'est-à-dire la manipulation des pièces, le transport et le moment de la pose. Parce que sur papier ou sur écran, on voit bien la pièce, mais on ne pense pas toujours à faire passer le produit par la grande porte. Et c'est là que nous, on est plus du côté plus près du client, où on se voit en train de poser la pièce. Et c'est de ce côté-là que j'ai tendance à réfléchir, moi, au moment de la pose. Parce que fabriquer, oui, c'est toujours, mais il y a plusieurs étapes. Atelier, des consorts, bureau d'études, ils pensent pas trop ou après ça dépend des produits, hein. Mais on collabore et on échange beaucoup, oui, et qui apporte tout le monde a besoin de se former, d'étudier, d'échanger pour. C'est notamment le cas, j'imagine, pour des grands escaliers qui passent pas forcément. Ouais, voilà, des grands escaliers, parce que l'expérience fait que si on a touché un petit escalier, un deuxième escalier un peu plus gros, il nous est arrivé une aventure, et au troisième ou quatrième, on a envie de faire refléter le problème qu'on a eu, on n'a pas envie de le retrouver et de l'imaginer, étant donné que la pièce est encore plus grosse.
Donc une vraie complémentarité sur tout cet aspect-là. Outre les projets des métalliers champenois, est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs? Mes projets futurs, certainement, que ce sera un petit atelier avec les petits outils qui vont pour travailler un peu le métal. Parce que toi, ce qu'on se disait juste avant, c'est que tu as la possibilité aujourd'hui de partir à la retraite, mais tu continues de travailler. Et donc, tu dis que ce petit atelier, ce serait une fois à la retraite ou juste en parallèle? C'est déjà en parallèle. En parallèle, je travaille le week-end pour des copains, même en milieu associatif. Mais pour la retraite, non, j'aurai mon petit atelier pour travailler pour moi, pour bricoler, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, leur montrer un peu mon savoir-faire et puis moi m'entretenir. Voilà. Ce qu'on ressent, c'est que tu as à cœur de transmettre. Est-ce que tu dois continuer de transmettre à la retraite? Disons que à toute question, je donnerai une réponse et je me rapprocherai des personnes qui ont des questions. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Est-ce que tu connais l'association L'Outil en main? Oui, je connais. Il y en a une là donc sur Reims. Non, j'irai peut-être un petit peu, mais je pense me délocaliser. Je vais partir de la Champagne, donc je suis en train de préparer dans un autre département pour qu'on s'installe, disons, avec ma femme. Donc potentiellement, il y a un autre département qui aura l'opportunité d'avoir ton talent dans le département. Voilà. Eh bien, on arrive au mot de la fin, Eric. Est-ce que tu peux me dire ce que tu souhaites pour le futur de ton métier de métallier, en général? Très bonne question. Continuez, respectez le métal, gardez bien la sécurité, réfléchissez et restez courageux comme vous l'êtes. Et vous verrez, l'avenir est devant nous, il y a plein de belles choses à réaliser et collaborer tous ensemble, surtout, échanger, faites des essais. Voilà, quoi, je vois pas plus. Mais c'est déjà très bien, c'est des mots encourageants pour les générations futures de se dire, il y a encore plein de choses à créer. La création, quand on regarde bien, c'est que des bêtises qui ont été stockées et qu'on reprend après. Et une bêtise a fait que la grosse rayure, celui qui a fait la rayure, il est malheureux, mais 10 ans après, sur un grand tableau, c'est une belle œuvre. Est-ce que tu crois que l'histoire de la patine, c'est quelqu'un qui a un jour, sans faire exprès, versé un liquide un peu trop acide? J'ai une formation sur les finitions, exactement. Le chrome, il y en a un qui a déversé dans un bac, et quand ils ont mis les pièces dans le bac, le chrome était brillant. Et là, tout le monde s'est regardé en disant, mais c'est super, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait rien. Et ils ont fait une recherche, et il y en a un qui avait fait une bêtise, qui a laissé tomber un produit dedans, et qui a fait briller. Et maintenant, le chrome. Le chrome, c'est comme la tarte tatin. Et voilà. Donc, éternellement... Trop bien. Merci beaucoup, Eric. Merci pour ton temps. Merci. Et puis, ravi de passer cette journée avec vous, puisque on va se revoir dans les ateliers. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode avec Eric Delory, métallier chez les Métalliers Champenois, vous aura plu. Dans le prochain épisode, nous rencontrerons Julien Lacroix, forgeron chez les Métalliers Champenois. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire.